Alors, imaginez un instant. 64 cases, 32 pièces. Ici, pas de dés, pas de chance, rien de tout ça. Juste l'esprit pur, face à un autre esprit. C'est le monde des échecs, un champ de bataille silencieux qui fascine l'humanité des rois aux informaticiens depuis bien plus de 1500 ans. C'est la grande question, non? Comment un jeu de société, aussi simple en apparence, a-t-il pu traverser les âges, les empires, les révolutions, pour être encore là, plus populaire que jamais? Pour le comprendre, il faut aller chercher son secret, à la source même de son pouvoir. À première vue, les règles sont claires. Deux armées s'affrontent, et le but du jeu, c'est de coincer le roi adverse. C'est l'échec et mat. Mais derrière cette façade se cache un univers de possibilités, une complexité absolument vertigineuse. C'est un véritable duel psychologique, où chaque coup peut être un éclair de génie ou une erreur fatale. Et pour vraiment saisir l'âme des échecs, on doit faire un petit voyage dans le temps. On va commencer notre périple avec une légende. Une histoire qui, en fait, nous dit presque tout sur la nature profonde de ce jeu. Alors, l'histoire raconte qu'il y avait ce roi en Inde, un roi puissant qui avait tout, mais qui s'ennuyait terriblement. Il promet une récompense incroyable à celui qui saura le divertir. Et là, un sage, un certain Sissa, se présente. Il n'a ni or, ni bijoux, juste un plateau de jeu. Et le roi, il est immédiatement captivé. Le roi, ravi, lui demande ce qu'il veut en échange. Et Sissa fait une demande qui semble modeste. 1 grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant à chaque case. Le roi rigole et trouve ça dérisoire. Mais Sissa est bien plus malin. Ce qu'il est en train de faire, c'est de donner une leçon magistrale sur la puissance de la croissance exponentielle. Et voilà le total. Plus de 18 quintillions de grains de riz. C'est un chiffre astronomique. C'est bien plus que tout le riz produit dans l'histoire de l'humanité. La leçon de Sissa était limpide. Il faut se méfier des petits avantages qui, l'air de rien, s'accumulent et deviennent une force irrésistible. C'est l'essence même de la stratégie aux échecs. Bon, ça, c'était la légende. Mais la véritable histoire, elle, est tout aussi épique. Le jeu ne va pas rester en Inde. Il va voyager, il va prendre la route de la soie, arriver en Perse où il se transforme en chatranj, puis il continue son chemin jusqu'en Europe. Et c'est là, en Europe, que tout va basculer. On arrive au moment clé, le moment où le jeu d'échecs devient vraiment le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça à cause d'un seul, unique changement de règle qui va tout accélérer, tout dynamiter. Il faut bien imaginer qu'avant ça, le jeu était lent, très lent. Le conseiller du roi, l'ancêtre de la dame par exemple, se déplaçait péniblement d'une seule case en diagonale. Et puis, à la fin du XVe siècle, c'est la révolution. La dame et le fou obtiennent leurs pouvoirs actuels. Et le nom que les joueurs de l'époque lui ont donné est juste parfait, le jeu de la dame enragée. On sent bien le choc que ça a dû être. Cette nouvelle pièce surpuissante a transformé une guerre de siège en une attaque éclair. Le jeu est devenu plus rapide, plus tactique, plus moderne. Le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. On passe d'une pièce qui avance à pas de tortue à une pièce qui file comme une fusée. Le jeu lent et positionnel devient une bataille beaucoup plus agressive. C'est cette version survitaminée qui va conquérir le monde entier. D'accord, maintenant qu'on a les règles modernes, entrons dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur? Eh bien, c'est un balancier permanent entre deux choses. La stratégie, le plan à long terme, et la tactique, le calcul immédiat. Une partie d'échecs, en fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. Acte 1, l'ouverture. On place ses pièces, on prépare le terrain. Acte 2, le milieu de jeu. Là, c'est l'explosion, la grande bataille, un chaos intense et calculé. Et enfin, acte 3, la finale. Il ne reste plus beaucoup de pièces, la tension est maximale et le moindre faux pas est fatal. Il y a cette citation du grand maître Savielly Tartakover qui résume ça à la perfection. La tactique, c'est l'action immédiate, c'est le coup brillant, la combinaison qui surprend. La stratégie, c'est beaucoup plus subtil, c'est le plan de fond. C'est construire patiemment un avantage, même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pendant des siècles, ce combat intellectuel était une affaire purement humaine. Et puis, un adversaire d'un genre complètement nouveau est entré dans l'arène. Un adversaire qui allait tout changer, pour toujours. On arrive en 1997, c'est un moment historique. Le champion du monde, l'immense Garry Kasparov, est battu par l'ordinateur Deep Blue d'IBM. C'est un séisme mondial. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver 20 ans plus tard, AlphaZero. Cette IA n'a pas appris des humains, elle a appris à jouer toute seule, en partant de zéro. En quelques heures, elle a dépassé des siècles de savoir humain, en inventant des stratégies que personne n'avait jamais imaginées. Aujourd'hui, le débat est clos. Les machines sont sur une autre planète. Mais est-ce que ça a tué le jeu?
Pas du tout, bien au contraire. Les ordinateurs sont devenus des outils extraordinaires. Ce ne sont plus des adversaires, mais des partenaires d'entraînement, des microscopes qui nous permettent d'explorer l'univers des échecs avec une profondeur inédite. Alors, après ce long voyage de 1500 ans, après avoir été révolutionné, après avoir été confronté à une intelligence artificielle surhumaine, pourquoi les échecs continuent-ils de nous fasciner autant? La réponse, c'est que c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est un sport, un vrai sport mental. C'est aussi une forme d'art. La beauté d'une combinaison peut être aussi émouvante qu'une œuvre. C'est un outil pédagogique incroyable pour la concentration et la logique. Au fond, c'est un miroir de la pensée humaine. Et c'est là que ça devient vraiment beau. Maintenant que les machines ont gagné la course à la performance pure, ça nous libère. On n'a plus à jouer pour être le plus fort. On peut jouer pour autre chose, pour la beauté, pour la créativité, pour le simple plaisir de comprendre. Le jeu ne nous apprend plus seulement à gagner, mais peut-être à mieux penser. Et en cela, le roi des jeux est plus vivant et plus pertinent que jamais.